Michael Delvolvé. De retour sur Europe 1, merci d'être avec nous, de votre fidélité à Europe Midi. Le débat maintenant, nous sommes avec Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice gauche républicaine, et Bruno Millienne, député Modem des Yvelines. Je voudrais commencer par vous, Bruno Millienne. Je voudrais vous demander si vous avez bien dormi, parce que les débats ont duré jusqu'à très tard cette nuit ou ce matin, c'est selon. 6 heures du matin, je regrette qu'il n'y ait pas de soupe à l'oignon à l'Assemblée quand on termine. Mais non, oui, ça s'est terminé. Moi, en dehors de la difficulté et de la forme, qui n'a pas été tout le temps très glorieuse, on a quand même vu des interventions dans l'hémicycle qu'on ne devrait pas voir dans ce genre de cénacle. Mais sur le fond, il y a eu beaucoup de débats intéressants. On a vu se mettre en place des oppositions de conception, très clairement. Et malgré tout, on a pu se retrouver sur quelques sujets. C'était intéressant. Et ce que j'ai retenu, moi, surtout, c'est que, effectivement, c'est l'Assemblée souveraine qui vote. Puisque la majorité présidentielle n'a pas la majorité elle toute seule. Il y a eu de temps en temps, soit des votes, même avec la NUPES. Même avec le Rassemblement National. Même avec les écologistes. Le Rassemblement National, même avec les écologistes. Évidemment, nous, on sent un certain rapprochement avec les LR. En tout cas, sur ce texte, il y en a eu beaucoup avec les LR. Oui, beaucoup. Oui, non, mais c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. Mais c'est intéressant de voir que là, pour le coup, si ce que les Français nous ont envoyé comme signal en faisant ce schéma d'Assemblée nationale, c'était essayer de travailler ensemble et que l'Assemblée soit souveraine par rapport au gouvernement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Maintenant, il faut que chacun apprenne à respecter effectivement les votes de l'Assemblée souveraine. D'accord ? Il n'y a pas des votes qui valent mieux ou moins bien que d'autres, même si certains ne nous plaisent pas. Tous les gens qui sont à l'Assemblée nationale ont tous été élus, ils sont tous légitimes. Donc maintenant, l'Assemblée souveraine, faut travailler comme ça. Marie-Noëlle Lienemann, les députés ont aidé les Français, leur pouvoir d'achat, ils l'ont défendu. Écoutez, au moins, il y a eu des vrais débats. Il y a eu plusieurs stratégies pour relever le pouvoir d'achat. Et derrière ces stratégies, elles ne sont pas que des débats de mesure, elles sont aussi des débats de conception. Dans l'état où nous sommes, de la situation du pays, qui n'est pas simplement liée à la guerre d'Ukraine, mais aussi quand même un grand changement économico-géostratégique. Ça avait commencé avant la guerre en Ukraine, c'est vrai, la poussée inflationniste. Il y a des choix de société à faire. Et un des grands débats, c'est la question salaire-prime. Évidemment, personne ne dit qu'il faut aucune prime, aucun intéressement et autres. Mais enfin, moi qui défends les thèses de la gauche, considère... Je le précise, vous ne soutenez pas la NUP. Hein. On n'est pas contre la NUP, mais on n'était pas dans la NUP. Mais en tout cas, on est pour le rassemblement. Vous avez soutenu un candidat dissident lors des dernières législatives. Dans certains cas, mais pas partout. Dans d'autres, on a soutenu les candidats de la NUP. En tout cas, on est pour le rassemblement de la gauche sur des thèmes de gauche. Et s'il y a un thème qui rassemble non seulement la gauche, mais l'ensemble des organisations syndicales qui avaient écrit au président de la République pour dire qu'à l'unanimité, il demandait des nouvelles politiques salariales. Alors, une partie dépend des choix de l'Assemblée, une partie dépend aussi de la capacité de l'État à pousser un grand accord national sur les salaires dans la négociation d'une conférence salariale avec des accords de branche, avec des règles beaucoup plus contraignantes sur les minima de branche qui ne devraient jamais être en dessous du SMIC, ou d'autres sur les revalorisations de métiers. Et donc là, je crois que à la fois le travail à l'Assemblée était révélateur et utile dans bien des domaines. Je prends un exemple sur les loyers. On voit bien que moi... Pour ne pas dépasser 3,5%. Oui, mais il y a plusieurs choses. Ça, c'est une des critiques que je fais, c'est globalement les aides ou les revalorisations sont en dessous du seuil de l'inflation. Donc quand vous avez quelqu'un qui va avoir un loyer, il va augmenter, mettons, de 3,5%, et lui, son salaire n'aura pas, ni même les primes et autres, n'auront pas évolué de la même manière. Et par ailleurs, vous avez l'allocation logement, elle est remise à 3,5, mais les 3/4 du temps, l'allocation logement ne couvre pas la totalité du loyer. Donc même les plus modestes vont avoir des hausses. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu des avancées peu par rapport à ce qu'avait proposé le gouvernement, et on voit quand même se coaliser, je dirais pas du point de vue seulement tactique, mais du point de vue de la vision des choses, plutôt un accord à droite avec LR, et plutôt qu'un accord sur
la stratégie de revalorisation salariale à gauche. C'est pas tout à fait faux, Bruno Millienne. Dans son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron disait que la meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'était le travail. Oui, ça fait penser à un certain Nicolas Sarkozy, qui est issu des rangs de la droite. Le travail dans un sens où effectivement, et là je le revendique complètement. Vous n'avez pas voté hier les augmentations de salaire? Non, mais je revendique complètement la valeur travail, c'est-à-dire que je pense que pour sortir de la précarité, il n'y a rien de mieux que d'avoir du boulot. Donc effectivement, je suis pour pousser pour le plein emploi. Je rejoins nos amis de la gauche à l'Assemblée, mais même au Sénat, parce qu'ils sont au Sénat aussi. Ils auront leur mot à dire, puisque le texte va passer au Sénat ensuite. Sur le fait aussi, et on l'a demandé du temps où Patrick Mignola était président du groupe Modem à l'Assemblée nationale il y a 2 ans ou il y a 3 ans, on veut vraiment que soit convoquée une conférence sur les salaires. Là, le texte de loi, c'était vraiment des mesures d'urgence. Alors, on peut considérer qu'on n'est pas allé assez loin, mais il y a quand même des choses qui ont été faites, notamment sur la protection en termes d'énergie, etc., pour pouvoir essayer de se désengager de cette dépendance qu'on a vis-à-vis, notamment de la Russie, des énergies fossiles au niveau de la Russie. Mais il y a eu d'autres choses, la déconjugalisation. Je ne sais pas si on aura le temps de reparler de tout ça. Unanime. Ça a été unanime. Fait des années je voudrais revenir sur ce point. Marquer une petite pause. Allez, je veux juste revenir sur ce point. La conférence sur les salaires qu'on doit convoquer, elle est nécessaire. On ne peut pas, sur un texte comme celui-là, aborder cette question-là qui est primordiale pour les années qui viennent. Il faut vraiment en discuter, mais sur le plus long terme, et se concerter. Vous avouerez que Macron aurait dû le faire tout de suite, parce que c'est un différence de politique. Conception de la société. On continue d'en parler dans le débat d'Europe Midi, juste après une courte pause. Restez avec nous. Nous sommes avec la sénatrice gauche républicaine Marie-Noëlle Lienemann et Bruno Millienne, député Modem des Yvelines. Nous reprenons notre discussion sur les solutions à favoriser pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Avant la pause, Bruno Millienne, vous vous opposiez aux augmentations de salaire. Non, je ne m'oppose pas aux augmentations de salaire. Je dis que oui. Le texte de loi qu'on a voté est un texte de loi d'urgence. On peut le considérer imparfait, effectivement. On a bien vu d'ailleurs dans l'hémicycle qu'il y avait 2 oppositions sur ce texte. La gauche voulait absolument augmenter les salaires. Nous, on était plutôt partis sur les primes et sur les coups de pouce. Ça n'empêche pas, et on l'appelle de nos voeux, nous au Modem déjà depuis 3 ans, qu'il faut impérativement, à un moment ou à un autre, convoquer une vraie conférence sur les salaires, parce qu'il faut qu'on sorte de cette espèce de plafond de verre qu'on a en France, où au-delà de 2 400 €, il est très difficile d'avoir des augmentations. Et du coup, comme le SMIC augmente automatiquement, les gens qui sont dans cette fourchette-là se disent, à un moment ou à un autre, c'est moi qui vais être déclassé. Donc il faut vraiment qu'on convoque ça. Et puis, le gouvernement a quand même agi, ils ont poussé un petit peu quand même les branches à travailler. Il nous reste 18 branches sur lesquelles les grilles de salaire donnent des salaires minimums inférieurs au SMIC. Mais il y a encore 18 quand même. Il y a encore 18, c'est quand même aberrant de voir qu'on a encore 18 branches où les grilles de salaire sont inférieures au SMIC. Donc tout ça, ça va pas. Bien évidemment qu'il faut travailler dessus. Moi, ce que je dis simplement, c'est que c'était, pour moi en tout cas, pas le texte sur lequel il fallait le faire. Ça demande un travail plus en profondeur, plus sérieux, qui prendra plus de temps et qui doit se faire avec les organisations syndicales de toute façon. Marie-Noëlle Lienemann. C'est jamais le temps. C'est jamais le bon moment. Et on nous dit toujours il faudra plus tard. Mais depuis que Macron est réélu, rien ne l'empêchait d'engager une grande conférence salariale. Parce que ce que vous dites, c'est à la fois vrai qu'il y a un effet de tassement vers les bas salaires. D'ailleurs, tous les avantages fiscaux qui ont été tellement ciblés sur les bas salaires, au lieu justement d'avoir une stratégie beaucoup plus correcte d'accompagnement de l'emploi, ont joué dans ça. Mais surtout, il y a plein de métiers à revaloriser. Il y a des métiers parce que moi, j'entends le discours sur « faut revaloriser le travail ». Mais la seule façon de revaloriser le travail, c'est d'abord de revaloriser le travailleur. Et que les emplois soient correctement rémunérés, que les gens puissent vivre dignement de leur travail, sans être sans arrêt dans l'aléa d'une prime ou pas d'une prime. La deuxième chose qui rend ça essentiel, c'est qu'on a plein de PME qui sont sous-traitantes ou dépendantes de donneurs d'ordre que sont les plus grandes entreprises. Elles, ces PME, leur marge de manœuvre salariale, même si le patron est de bonne composition et n'est pas en train d'engranger des profits abusifs, ils sont sous cette pression. Donc s'il n'y a pas un accord global sur l'évolution des salaires par grande branche, vous avez toujours la petite PME qui après aura du mal à recruter
parce que les gens auront des moindres salaires et des moindres valorisations. Donc c'est vraiment le grand chantier de la période. Et bien sûr, il y a des choses à faire à tout de suite, mais on est là vraiment dans un changement radical de vision, revaloriser les salariés, pousser à leurs compétences, revaloriser des métiers qui aujourd'hui sont insuffisamment bien pris en compte dans les rémunérations, les conditions de travail. Bruno Millienne, très vite. 10 secondes, juste, je suis 100% d'accord avec vous, madame la sénatrice, aussi bizarre que cela puisse paraître. Mais vous Parce qu'il n'y a pas bien... la même conception. Hein. Non, mais vous voyez bien la complexité des choses. Entre les TPE et les PME qui sont sous la pression de grands groupes, qui sont sous-traitants, et qui n'ont pas les mains libres, finalement, sur les salaires de leurs salariés, alors que les patrons voudraient bien les augmenter. Et des TPE, PME qui sont des petites entreprises familiales qui, eux, ont leurs propres clients, leur propre carnet de commandes, qui ont peut-être aujourd'hui des difficultés de vision à long terme sur ce qu'ils vont pouvoir avoir comme bénéfice ou comme valeur ajoutée de leur entreprise, mais qui sont toujours prêts à augmenter leurs salariés parce que c'est une conception différente. La loi Macron qui mettait tout dans l'entreprise, au lieu de mettre par branche, quand vous avez des salaires de branche, eh ben le patron de la grosse boîte, il peut pas pressurer la PME. C'est pour ça que nous sommes d'accord, il faut cette conférence sur les salaires. Des accords aussi, il faut que l'État fasse pression. Et les 18 branches, il faut qu'elles se dépêchent de trouver des solutions. Alors il y a une solution sur laquelle vous n'êtes pas d'accord pour donner du pouvoir d'achat aux Français, c'est la suppression des taxes. Il y en a une qui sera en discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances rectificative, c'est la suppression de la redevance audiovisuelle, 138 € auxquels les Français sont en fait plutôt favorables. 16% d'entre eux souhaitent qu'elle soit maintenue, 34,5% préféraient qu'elle soit présentée sous une autre forme, qu'elle soit plus élevée pour les foyers les plus aisés et réduite pour les plus modestes. C'est un sondage de la Fondation Jean Jaurès. C'est vrai, Bruno Millienne, comment on remplace 3,2 milliards d'euros dans les finances publiques? Déjà, ce que représente la redevance audiovisuelle. Déjà, on va voir au PLF comment ça se passe, parce que maintenant, c'est bien un budget qu'on va être obligé de voter en PLF. Projet de loi de finances. Et pour nous, ce qui nous concerne au MODEM, il est hors de question que le budget de France Télévisions, enfin de l'audiovisuel public, soit rogné par rapport à ce qui touchait quand il y avait... Alors justement, Aurore Berger, la chef des députés Renaissance, propose de prélever une fraction des recettes TVA, 3,7 milliards, pour les flécher vers l'audiovisuel. Pourquoi pas? Il faut qu'on trouve un système, qui pérennise. Mais je voudrais dire d'abord en introduction, c'est que entre la collecte de la recette fiscale qu'on avait, cette fameuse redevance télé, et le budget de France Télévisions... Tous les Français doivent payer. Tous les Français ayant un téléviseur ou une connexion Internet. Oui, enfin, payant la taxe d'habitation. Voilà, parce que c'était corrélé à la taxe d'habitation. Sur la taxe. Bon. Ces recettes qu'on reçoit et le budget de France Télévisions, c'est complètement décorrélé, vous trompez pas. Ça va pas directement du prélèvement qu'on a sur la taxe d'habitation directement dans le budget de France Télévisions. C'est décorrélé. Donc là où il faut qu'on travaille, c'est d'abord savoir exactement ce qu'on veut faire de France Télévisions. Et moi qui viens de médias... Radio France, il n'y a pas de France Télévisions. Ouais, l'audiovisuel public, pardon. Moi, je rêve d'un schéma à la BBC, mais ça coûte un petit peu cher. Ça a été inspiré justement du modèle britannique. Absolument, mais en 1933. Ça demande des moyens considérables. Donc après, effectivement, c'est dans les projets de loi de finances que ça va se décider. Moi, je souhaite, on est à 3,2 milliards. Il y a des propositions de fléchage à 3,7 milliards. Attendons de voir ce qui va se passer au PLF. Je fais aussi confiance aux sénateurs pour être vigilants là-dessus, mais il est hors de question que le budget de l'audiovisuel public baisse. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la redevance audiovisuelle? Premièrement, cette redevance était injuste. Donc ça, c'est sûr que la manière dont elle était calculée n'était pas juste. Nous, il y a plusieurs choses auxquelles on tient de manière tout à fait essentielle. Premièrement, il faut qu'il y ait un financement spécifique adossé à une recette spécifique pour l'audiovisuel public, qui d'ailleurs, de notre point de vue, devrait être versé dans un fonds dédié. Car comme vous l'indiquez, on est toujours dans l'éternel débat, c'est censé aller à l'audiovisuel, mais ça vient en fait dans le budget de l'État et reversé. Donc un fonds dédié, une cotisation qui soit proportionnelle, plutôt universelle, mais proportionnelle aux revenus, enfin en progression par rapport aux revenus. Plus on gagne d'argent, plus on paye. On paye, voilà. Donc il y a eu plusieurs propositions de loi qui ont été déposées dans ce sens, et c'est un peu la stratégie que nous privilégions. Alors évidemment, chaque fois qu'on dit aux Français, voulez-vous supprimer une taxe? Enfin, c'est rarissime qu'ils vous disent non, on y tient beaucoup. Donc la question,
Celle-ci est un peu particulière. Voilà, mais justement, les Français ont un certain attachement à l'audiovisuel. J'allais vous dire, tous les sondages montrent que les Français sont très fortement Une radio attachés. concurrente est largement plébiscitée récemment. Voilà, mais indépendamment, ça c'est le principe que dans l'ensemble du paysage, tout n'est pas public, mais l'audiovisuel public doit jouer un rôle significatif et particulier. Ça montre un petit peu notre deuxième désaccord, en tout cas avec la politique de M. Macron, qui ne veut que baisser les taxes et les impôts, alors que nous disons qu'il y a des impôts qui s'imposeraient, si je puis dire, notamment celles des entreprises qui ont profité de la crise ou qui profitent des bénéfices sur le gaz, l'électricité, enfin le gaz, l'essence, etc. On va en parler juste après. Et donc, notre stratégie, quand on parlait des débats de société, aujourd'hui, nous considérons que rendre une fiscalité plus juste est une priorité par rapport à cette espèce de gel d'une situation fiscale injuste. Des compromis possibles avec la gauche sur la... Oui, je pense que pour ce qui concerne l'audiovisuel public, on va trouver des compromis et des accords. Il y a aucun souci là-dessus. Puis il y a quand même un autre sujet, hein, c'est qu'aujourd'hui cette redevance audiovisuelle était quand même axée sur le fait que vous possédiez ou pas un téléviseur chez vous. Une connexion internet aujourd'hui. Une connexion internet, mais vous voyez bien nos tablettes. Avec moi, regarder la télévision sur une tablette et sur un écran de télévision, c'est pas la même chose. Et puis vous voyez bien nos tablettes, nos smartphones aujourd'hui encore ne sont fort heureusement, je crois, pas taxés. C'est une histoire générationnelle. Voilà, et c'est une histoire. Les jeunes, ils ont l'air de trouver ça bien de regarder la télé sur une tablette ou et en replay. Donc c'est pas nécessairement sur le support, mais de pouvoir le regarder un peu. Oui, mais enfin, vous voyez bien que la consommation audiovisuelle a changé. Donc le modèle qu'on avait et qui était valable il y a un certain temps, il faut qu'il soit renouvelé et rénové. D'accord. Et le fait qu'on retire la redevance télévisuelle, ça va pas se répercuter sur la qualité des programmes offerts mais il faut par le absolument service pas. public. On est dans une mutation de toute façon de la société aujourd'hui. Il y a déjà eu des grèves à Radio France. Hein, oui, et à mais France bien Télévisions. sûr. Mais l'inquiétude sera toujours là. Enfin. Oui, mais Monsieur Millienne, pourquoi comment on rassure il y a les services l'inquiétude publics? parce que le RN propose la suppression de l'audiovisuel public. Oui, mais là, et donc ils sont pas la au menace, pouvoir, d'accord, mais la menace, elle commence à paraître quand même plus réelle que par le passé. J'ai pas l'impression que Bruno Millienne suggère la suppression de l'audiovisuel public. Ça explique pourquoi ça se mobilise. Non, mais pour le coup, qu'il y a un doute dans l'opinion. Pour le coup, avec vous, si je peux dire, avec la gauche, on est quand même majoritaire sur ce sujet, à vouloir un service audiovisuel public qui soit indépendant et financé. Alors, dans le PLF, dans le projet de loi de finances rectificative tout à l'heure, vous allez également parler de la ristourne sur le carburant. Actuellement, elle est de 18 centimes. Saviez-vous, Bruno Millienne, que d'après le Conseil d'analyse économique, qui est rattaché à Matignon, cette aide à la pompe bénéficie surtout aux plus aisés, 18,50 € en moyenne contre 9,50 € pour les plus modestes. Bah oui, forcément, et c'est pour ça qu'on voulait... C'est injuste, ça aussi. C'est pour ça qu'on voulait des mesures plus ciblé. Après... Alors, de ce que j'ai compris, vous êtes en train de bâtir un compromis avec les Républicains pour passer à la trappe ce chèque ciblé pour les gros rouleurs et s'accorder sur une ristourne générale de 30 centimes d'euros. Vous confirmez? Alors, oui, il y a ça qui est dans l'air. Il y a d'abord effectivement une ristourne plus importante. C'est l'effet, on va dire, prix, parce que vous avez vu la proposition des Républicains, c'était de tomber à 1,50 € le litre. Bon, donc on va essayer de trouver un compromis avec une ristourne de 20 à 30 centimes par le gouvernement. Eux demandent 40 centimes par litre. Et vous voyez bien, vous l'avez dit vous-même, et j'ai eu des discussions d'ailleurs avec certains députés de la France Insoumise à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas la même conception des choses, c'est que moi je suis pour qu'on travaille à fond effectivement sur des mesures ciblées de pouvoir d'achat, puisqu'on le dit, à chaque fois ça profite pas forcément à ceux qui en ont le plus besoin, mais il va falloir trouver des compromis. On est obligé de trouver des compromis, puisque de toute façon, encore une fois, la couleur de l'Assemblée nationale après les législatives fait qu'on est obligé d'avancer les uns vers les autres. Donc on va voir ce que ça va donner, et puis j'imagine qu'on parlera de Total après, mais pour revenir sur la supertaxe ou pas. Alors, c'est sans arrêt la même chose. Quand vous avez toute une série de prix, celui qui consomme plus profite davantage. Mais moi, je ne crois pas qu'on mène une politique de prix par de l'assistance sociale et du ciblage d'aide. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez des effets de seuil, il y a plein de gens qui sont pas dedans. Oui, c'est pas simple. Donc tout ça, ça marche pas, puis ça donne une impression d'assistance, et après on dit, il y a de l'assistanat. Bah oui, c'est pas une bonne stratégie.
La bonne stratégie, c'est soit de dire, comme le proposaient les filles, on bloque les prix, soit comme le propose par exemple M. Roussel, on baisse la TVA et on taxe les multinationales pour la recette de TVA pour atteindre un certain prix. Dans tous les cas de figure, l'idée d'avoir un prix beaucoup plus abordable doit être l'objectif principal. Après, si on trouve que les plus aisés profitent des choses, on taxe les riches, soit on augmente d'un pouillème l'impôt sur le revenu pour les plus aisés, soit on trouve une stratégie, par exemple, on dit on taxe les SUV, on trouve des mécanismes qui touchent pile poil ceux qui surconsomment de l'essence. Mais cette idée, c'est toujours le même débat un peu philosophique. Est-ce qu'il y a une certaine universalité des stratégies prix ou des stratégies de prestations sociales? Et ensuite, pour les financer, on trouve des recettes qui font cotiser davantage ou payer davantage les plus aisés. Et ça, je crois que c'est plus juste dans la période. Parce qu'il y a trop de gens, vous êtes peut-être un peu plus riche, mais vous habitez loin de votre lieu de travail, vous allez être très pénalisé, et quelqu'un de moins riche, qui habite à côté de son boulot, va l'être moins. Donc tout ça est tellement fin que du coup ça devient injuste, alors qu'une stratégie identique pour tous, où chacun paye à proportion de ses facultés respectives, me paraît beaucoup mieux. Là, vous suggérez de taxer les grands groupes. Il suffit seulement de brandir la menace d'une taxe sur les super profits pour que Total Énergie propose ce matin une ristourne de 20 centimes supplémentaires du 1er septembre au 1er novembre. C'est quand même pas la révolution. Oui, et puis 10 centimes après jusqu'au 31 décembre. Non, mais c'est intéressant de voir que... Ça se cumulera tout ça. Oui, ça se cumule avec... C'est toujours ça de prix, comme dirait l'autre. Donc finalement, on va tomber sur un accord. Très vite, je voudrais qu'on parle de sécurité après. Oui. Donc, on va finalement tomber sur un accord. Ça serait une réduction, je pense, pour tout le monde, même si ça profite plus à certains qu'à d'autres. Mais en tout cas, ça évite les effets de seuil. Total réagit, je pense, dans le bon sens. Et je pense que Bruno Le Maire a eu raison de jouer de la carotte et du bâton. On verra pendant le PLF ce qu'il en est des autres profiteurs, parce qu'on ne s'est jamais interdit pendant le projet de loi de finances d'aller vers une taxation des super profits. On a d'abord voulu les sensibiliser et qu'ils prennent leurs responsabilités. Dont acte. On verra par la suite. Alors, je voudrais maintenant qu'on évoque ce qui a circulé hier sur les réseaux sociaux, que vous avez peut-être regardé. J'aimerais qu'on écoute. Tiens, voilà. Là, ce que vous entendez, c'est des dizaines d'individus, jeunes pour la plupart. Ça se passe dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Et ils sont en train de lyncher, littéralement lyncher, 3 policiers en civil. Qu'est-ce que ça dit de notre société? On va achever notre débat là-dessus. C'est catastrophique, inacceptable. Évidemment, on ne peut en aucune façon cautionner. Il faut être absolument solidaire de la police. Alors que la police a toujours des comportements parfaits partout. Ça, c'est de toute façon... Là, ils sont 3 en civil. J'allais vous dire, la hiérarchie doit y veiller, mais là, il n'y a pas de raison de suspecter. Parce que c'est inacceptable qu'on traite la police comme cela. La police républicaine doit être républicaine et doit être respectée comme républicaine. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, la justice doit être saisie. Donc moi, je reste convaincu qu'il y a des choses à faire pour une meilleure entente entre la police et les citoyens. Mais là, rien n'excuse une attitude scandaleuse. Et même, il va falloir trouver les... Renforcer l'arsenal juridique. Je ne suis pas sûr. Il faut déjà trouver les gens et le faire fonctionner. Il y a tout dans la loi pour les sanctionner. Bruno Millienne, la violence est décomplexée, il y a un sentiment d'impunité aujourd'hui dans certains quartiers de France. Mais la violence est d'autant plus décomplexée quand vous avez de grands responsables politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui n'arrêtent pas à chaque fois de dire la police tue. Je suis désolé, au bout d'un moment, moi je veux dénoncer ces attitudes-là qui sont des attitudes qui poussent... Il y a eu à Lyon ces derniers jours la conséquence d'un discours politique. Oui aussi, pas que, mais aussi... Enfin, vous pouvez pas en permanence avoir un discours qui tape sur le drame, enfin sur le drame de Lyon. Oui, ils ont quand même eu des incapacités temporaires de travail. Les policiers, c'est quand même, ils se sont fait lyncher. Est-ce qu'il y a eu un seul tweet, une seule réaction de la France insoumise pour défendre les policiers? Non. Eh ben moi je dis que ces responsables politiques sont en partie responsables de l'ambiance qu'il y a dans le pays. Enfin, la violence, elle a été antérieure à toutes les déclarations. Oui, je suis d'accord, mais ça n'aide pas. Que je ne soutiens pas. Mais Madame la sénatrice, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ça ne fait que raviver le feu. Ce qui n'aide pas non plus, reconnaissez quand même qu'il y a dans certains quartiers, alors je ne sais pas comment ça se passe dans ce quartier, ça ne justifierait en rien les choses. Vous avez parfois
des Le quartier de la surcontrôles. Guillotière est, Oui, hélas, bien régulièrement sûr. connu Vous avez des défavorablement, comme disent les surcontrôles policiers. répétitifs Oui, qui font que, moi c'est pour ça que je suis absolument pour le petit papier de contrôle pour pouvoir qu'on arrête d'avoir le jeu. oui, ou simplement les C'est caméras, hein, déjà. Oui, alors les caméras déjà c'est plus compliqué parce qu'elles ne marchent pas sur bien. Enfin bon, Si les nouvelles, au moins si. un récépissé. Le récépissé. Au moins ça, et qu'on ait par ailleurs un vrai travail, mais j'espère que ça va se faire, de formation et d'encadrement de la police, qui dans certains cas, je peux le comprendre, hein, sont sous pression, et finissent par avoir des comportements qui ils s'auto-entretiennent. Bon, donc tout ça est un vrai sujet qui doit être traité avec rigueur, mais absolument jamais en acceptant que la police soit traitée comme ça. Et en ne donnant pas des circonstances atténuantes à des gens qui ont un comportement inacceptable. Pas de circonstances atténuantes dans un côté, pas dans l'autre. Merci Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice gauche républicaine. Merci Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines, d'avoir participé au débat d'Europe Midi. Bonne journée à vous.